On se retrouve sur Radio Campus 93.3 pour le tour du cadran. On va faire un petit rappel quand même pour l'association parce que on en a fait peu parce qu'on a oublié, on avoue. Du coup pour Cœur d'Auvergnat avec présidé par Dominique Brugerolles. Donc c'est une association qui vise à organiser des manifestations pour les enfants et pour les enfants qui sont malades dans les hôpitaux, etc. Des événements. Des événements, exactement. On va passer à l'interview des Servals avec du coup Romain qu'on avait invité l'année dernière, ouais. Qui est capitaine du coup toujours capitaine des Servals et Junior. Du coup, qui joue en équipe junior, tu étais capitaine ou pas du tout ? Non, j'étais capitaine l'année dernière un moment et cette année je suis joueur normal, on va dire. Je suis joueur quoi. Oui, ok. Du coup, je vais m'intéresser d'abord à toi. Comment t'es arrivé au football américain ? Qu'est-ce qui t'a plu dedans et comment t'as découvert ça ? En fait, je cherchais un sport qui me correspondait parce que j'ai fait beaucoup de sport. J'ai fait beaucoup de sports de combat pour me canaliser. On va dire que je suis un peu bagarreur. Et j'ai un grand frère à moi qui m'a dit écoute, il y a une équipe de football américain, ça pourrait t'intéresser. Et comme l'Amérique, c'est on va dire le football américain, c'est du feu de Dieu. J'ai décidé d'aller à l'entraînement et de là les coachs ils ont été sympas, l'ambiance elle est sympa et tout. Je suis resté. Franchement c'est trop cool. Et du coup ça fait longtemps que tu fais du football américain ? Juste depuis l'année dernière. D'accord, donc t'es tout récent. Et ouais. tu joues quel poste ? Je suis wide receiver et safety. Ok, est-ce que tu peux expliquer rapidement ce que c'est comme rôle sur le terrain ? On va dire qu'en gros le receveur c'est le gars qui est l'ailier, genre sur les côtés du coup. Sur les côtés du coup. Ouais. Et il se charge de courir et de recevoir la balle que le quarterback lui envoie. En gros c'est toi qui marques les touchdowns quoi. Ça dépend. Et à Romain il est running back et il ouais. Du coup running back c'est le gars qui est on va dire tout derrière et c'est juste un coureur. Qui court avec la balle et il doit percuter les gars et passer. Et du coup safety c'est un poste de défense où je suis le dernier défenseur, je suis le dernier défenseur. En gros, si le gars il passe derrière moi, c'est un touchdown. Ok, du coup, t'es à la fois attaquant de finition, entre guillemets, et safety, donc dernier défenseur, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Parce que du coup, c'est ce que vous nous aviez expliqué l'année dernière, vous avez deux équipes, une offensive et une défensive, à chaque fois ? Ouais, tout à fait. Ouais. Et puis, en junior, je sais qu'ils mettent l'accent vraiment à ce que les gars soient formés un peu sur deux postes. Donc un poste en attaque, comme junior, wide receiver, et un poste en défense, safety. Donc voilà, comme ça leur fait voir les deux côtés du terrain, l'attaque et la défense. Donc c'est pas mal comme ça. Est-ce que tu peux nous dire du coup toi Romain, depuis quand tu fais du football américain et comment t'as découvert ce sport ? Et quel poste aussi ? Running back, il a dit running back, running back, c'est vrai. Ça fait, je crois que c'est ma 15e saison. J'ai commencé assez jeune, plus jeune que junior, je pense, j'avais 14 ans. J'ai commencé. Donc c'est ma 15e saison et donc je suis running back, comme on l'a dit. Et ta troisième question, c'était comment t'as découvert le football américain, comment t'es arrivé à ça ? Je crois que j'ai toujours été attiré plus ou moins par les sports US. Je sais qu'à l'époque, les matchs étaient diffusés sur Canal+, mais vraiment tard le soir. Ouais. C'était Georges Eddy qui commentait le fameux Georges. Et je sais que j'enregistrais encore les matchs sur VHS et je me les tapais le lendemain en rentrant des cours. Et je sais pas, j'ai toujours aimé. En France, à l'époque, surtout à Clermont, pour commencer, il fallait avoir 14 ans. Et quand j'ai eu l'âge requis, je me suis dit... Ça, c'est toujours le cas, faut avoir 14 ans encore maintenant pour commencer ? Ouais, ou c'est 14 heures. Ouais, 14 heures pour être cadet. Pour être en cadet, ouais. Pour être en cadet. Après, il y en a qui se font surclasser parce que ce sont des bêtes. Et voilà. parce qu'en vrai, aux States, ils peuvent commencer très tôt. Je vois des petits gamins qui à 8 ans courir avec des casques sur la tête, ils font 3 fois eux, là. On va dire c'est un peu une religion. Ouais, là-bas, oui. Mais là-bas, il y avait des gens qui disaient que le foot américain était plus élevé socialement que la politique, par exemple. Genre, c'est vraiment une religion de fou, quoi. Peut-être. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des Servals, du club, depuis quand il existe, etc. Parce qu'on va quand même le dire, ils nous ont offert des t-shirts. Ah ouais, ils sont super magnifiques. On les porte actuellement. On fera une petite photo pour Instagram. 25 ans des Servals, donc j'imagine que le club a 25 ans. Exactement. Putain, t'es fort. Exactement. Je suis très perspicace. Ouais, c'est les 25 ans du club, donc on a fait des t-shirts spéciaux pour l'occasion. Donc la date de création, c'est 94. D'accord. Donc voilà. Et comment peut-être le club il s'est développé, si c'était un grand club avant, un petit club, si ça monte en puissance. Exactement, c'est un des clubs les plus titrés en France. Le club était en première division en 2007
Donc c'est l'élite, c'est le plus haut niveau en France. Actuellement, il est en quelle division du coup ? 3e division. Ok. Il y a combien ? 4 divisions. Okay. Ouais, 4 divisions. Actuellement, l'équipe donc senior, l'équipe 1 est en 3e division et les juniors en championnat régional. Voilà, 3 titres de champion de 2e division, il me semble, et vice-champion d'élite en 2007 du coup. Et du coup, ça s'organise comment le championnat à l'année ? On a 2 équipes, une équipe senior, une équipe junior. Le championnat, il y a je parle pour les seniors, tu voudras parler des juniors juste après ? Ouais. Pour les seniors, on attaque la saison au mois d'août avec beaucoup d'entraînement, beaucoup de nouveaux joueurs tous les ans. On a une pré-saison, 3 ou 4 matchs de pré-saison vraiment avant Noël, et le championnat attaque au mois de janvier. D'accord. Là, actuellement, on a fait 3 matchs, par exemple, en senior. Et du coup, vous êtes à 2 victoires et 1 défaite, c'est ça ? 2 victoires et 1 défaite, ouais, exactement. Et du coup, quel est le point fort de votre équipe des Servals ? C'est peut-être d'abord senior et après junior ? Le point fort en senior... Je parle dans le jeu, du coup. Dans le jeu... Je pense que des deux côtés du terrain, que ce soit en attaque ou en défense, on a la chance d'avoir un groupe d'anciens, une trentaine de joueurs qui se connaissent depuis quelques années. On va dire que c'est un noyau vraiment solide de joueurs qui se connaissent, qui jouent ensemble depuis longtemps. Et je pense que c'est ça la force de l'équipe. C'est pas vraiment une individualité, c'est vraiment un collectif et auquel on ajoute des nouveaux tous les ans qu'on forme et qui restent. Et voilà, je pense que c'est ça le... Et du coup, vous formez les jeunes de l'équipe junior pour monter en équipe senior. Est-ce que du coup vous avez les mêmes tactiques, les mêmes mentalités de jeu, de match entre les deux équipes ? Il me semble que le cahier de jeu se ressemble énormément. Et comme on a des joueurs, on va dire, seniors qui viennent nous coacher, notamment Alex Gauthier et parfois Abdelila, Yohan Raran, du coup je pense que les jeux sont pareils et voilà. Enfin, il n'y a pas tant de choses qui changent parce qu'ils nous apprêtent aussi à être des seniors. On va dire. Avant d'être senior, finalement, vous êtes déjà un petit peu des seniors dans l'âme, quoi. Tout à fait. Ouais, tout à fait. Et du coup, c'est quoi votre objectif de saison en senior ? C'est monter ? Il me semble qu'au début de la saison, le coach Thomas Delarbre nous a dit qu'il n'y avait pas vraiment d'objectif. Je sais que le président nous a demandé de faire aussi bien ou mieux que l'année dernière. L'année dernière, on avait perdu en quart de finale. C'était une vraie déception en plus. Ouais, c'était une sacrée déception. C'est une défaite 21-20. C'était un point, exactement. À la maison, donc. À la maison en plus, exactement, devant notre public. Qui ? C'était contre les South Fighters d'Avignon. Donc grosse frustration, un peu déçu. Moi personnellement, j'aimerais aller jusqu'au bout, mais c'est l'objectif de toutes les saisons. Après, je pense pas qu'on se soit on s'est pas mis de pression cette année. On s'est juste dit qu'on voulait faire pareil ou mieux que l'an dernier. C'est peut-être pas plus mal du coup de partir dans cette optique-là, parce que l'année dernière du coup vous étiez vraiment dit il faut qu'on monte absolument. Je pense que l'an dernier la saison a fait qu'on a vraiment pris confiance. Lors de la 3e ou 4e journée, on est descendu à Cannes, qui étaient vraiment les favoris au titre. D'ailleurs, ils ont fini champion de France l'an dernier, et on est la seule équipe en fait à les avoir battus. Donc on s'est peut-être monté un peu la tête à ce moment-là et on a eu une désillusion un peu après. Je pense qu'on s'est vu trop beau, quoi. Ça va peut-être vous servir du coup d'expérience de cette heure-là. J'espère. Vas-y. Et justement, on sait que le Graal un peu pour un joueur de foot américain, ce serait peut-être la NFL, de jouer là-bas. Est-ce que vous, dans la ligue française, vous avez déjà pu côtoyer un mec qui a eu ses chances à la draft, parce qu'on sait que c'est un système de draft, les jeunes sont draftés sont recrutés, pour utiliser le mot français, par les équipes américaines. Est-ce que vous avez déjà rencontré un joueur qui aspirait à ça, qui pouvait y prétendre ? Ouais, en vrai, je sais pas trop, mais on a déjà Mehdi Chamban qui est au Pôle France Révolution. Qui ça ? Excuse-moi. Mehdi Chamban qui est au Pôle France Révolution. C'est quoi du coup ce pôle ? En gros, c'est, on va dire, une équipe qui représente l'équipe, on va dire, U19 de la France. En gros, ils jouent contre des équipes, par exemple, ils vont jouer contre une équipe londonienne ou un truc comme ça. Et du coup, de là, ils ont la chance ou l'opportunité de se montrer, de montrer leur capacité et tout pour des recruteurs qui viennent souvent en France parce qu'ils cherchent partout. Et je pense que de là, ça peut être un tremplin pour la NFL, ou le Canada, des trucs comme ça. Ok. Et j'avais une autre question, c'était plus sur votre préparation physique. On sait que c'est un sport qui demande beaucoup de physique, etc., beaucoup de masse musculaire pour encaisser les chocs. C'est quoi votre routine
sportif chaque semaine ou chaque jour même, si vous faites du sport un peu chaque jour, pour tenir vraiment le choc des matchs et des entraînements aussi? Je sais pas s'il y a une routine en junior, parce qu'ils ont quand même des joueurs qui sont mineurs, on va dire, qu'on n'impose pas vraiment un rythme sportif, si ce n'est les 2 entraînements de foot par semaine. 2 ans, d'accord. Ouais, 2 entraînements pour les juniors. C'est pareil pour les seniors, on a aussi 2 entraînements sur le terrain. Et on peut aller jusqu'à 3 ou 4 séances de muscu ou d'entraînement à côté. Oh, par semaine? Par semaine. Ok, exactement. ça marche. Pour ceux qui veulent vraiment être les plus performants et ceux qui veulent se donner les moyens de vraiment réussir dans ce sport, quoi. Mais après, je peux ajouter qu'en soi, comme c'est un sport assez spécifique et qu'on a des postes spécifiques, on va dire, moi je suis plutôt fin, j'ai une constitution, vous le voyez, je suis plutôt fin, très fin, du coup, on nous donne des postes qui nous correspondent plus à nos capacités. On va pas mettre, par exemple, un mec qui est forcément grand et tout, mais s'il se sent pas d'encaisser un choc en ligne, s'il est plutôt rapide et tout, on le met en wide receiver et tout. En fait, c'est en fonction de nos capacités et tout. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu les règles du foot US pour ceux qui connaissent pas ce faut prendre sport? 30 minutes là. Ouais, non, mais en global, enfin en gros. Ça peut paraître compliqué, mais c'est pas si compliqué que ça. C'est pas si compliqué que ça, ouais. C'est un jeu de gagne-terrain comme le rugby. Le rugby se joue plutôt, on va dire, en continu. Le foot américain, c'est très saccadé. Beaucoup d'arrêts de jeu. Exactement. Quand on le regarde à la télé, on voit une ligne jaune et une ligne orange ou une ligne bleue. On a la ligne de scrimmage, c'est là où est positionné le ballon au début de l'action, et la ligne jaune, c'est vraiment la ligne du first down, c'est la distance à atteindre, et c'est une distance de 10 yards. Pour continuer à attaquer. Exactement. Je parle en attaque, oui, tout à fait. On a 4 tentatives pour faire ces 10 yards. Si on arrive à passer ces 10 yards avant, tant mieux. Si on n'y arrive pas, on peut se dégager. Dans ce cas-là, on rend la balle à l'équipe d'en face, et c'est eux qui passent en attaque, du coup. Ok. Etc. Si on arrive à passer les tentatives, on avance jusqu'à potentiellement marquer un touchdown. Du coup, c'est combien de joueurs par équipe? C'est quoi les différents postes? Ouais, en tout cas sur le terrain. Il y a combien? Il y a 11 joueurs sur le terrain? C'est 11, ouais, comme au foot normal. Ouais. Et après, j'ai parlé avec un pote à moi du coup qui était aux Sharks, qui est au Canada maintenant. Il joue à 12 au Canada. Ouais, 12. C'est un peu bizarre. Un joueur de plus. Ouais, c'est un peu bizarre. C'est quel poste qui est rajouté du coup? Je crois que... Il y a 2 quarterbacks. T'as 2 mecs un défenseur en plus, un receveur en plus. Ouais. Au D'accord. Canada, il joue à 12 contre 12 et c'est vrai que c'est le Après, football canadien. Ouais. Et pour le football américain, c'est du 11 contre 11. Ça fait que les terrains sont plus larges, vous pensez pas plus large, ou mais plus long. plus long. Ouais, exactement. Ouais. Et les poteaux sont pas au fond de la end zone, au fond de la zone d'en but, sont vraiment sur la ligne de end zone. Ok, ça marche. Et j'avais une autre question concernant les règles vis-à-vis des plaquages. On sait qu'aux States, ça a été récemment allégé, durci pour ainsi dire. Ouais, c'est-à-dire que maintenant, on n'a plus droit au plaquage vraiment, on n'a plus le droit d'accrocher le masque, sinon c'est pénalisé. On n'a jamais eu le droit. Oui, mais maintenant c'est beaucoup plus durci. Enfin, les règles se sont durcies. Et est-ce que en France, c'est à peu près la même réglementation, on va dire, sur les plaquages hauts, ou est-ce que c'est encore plus dur? Bon, parce qu'on sait au hockey c'est encore plus dur les règles ici. Donc est-ce que le football américain c'est pareil en France sur les plaquages hauts, sur les plaquages un peu dangereux? Est-ce que ça peut arriver à des matchs de suspension? On va dire déjà chez les juniors, pour nous protéger du coup parce qu'on a un avenir, on va dire. Puis surtout vous êtes en développement, vous êtes en puberté encore. Ouais, on n'a pas envie de tuer les gens. Voilà, c'est ça. Même du coup, jamais on a envie. C'est vrai. Du coup, on nous a interdit un truc, le targeting. Tu vois ce que c'est? Ouais. En gros, c'est un coup de casse contre casse. Genre le mec il va à peine balle et bam, casse contre casse. Ouais. Et aussi, on nous a interdit un truc cette année, je crois, qu'on appelle en gros dans le jargon le hurdle. En gros, sauter par-dessus un joueur, ça a été interdit. Ah ouais? Ah donc ça, aux États-Unis, ça par contre, ça y a le droit. Non, ça c'est bon. Ouais. Ça, le hurdle, ça c'est bon. Ouais. Ça c'est qu'en France. Là, ça a été interdit. Bon, c'est cool, mais je pense que c'est mieux parce que si un gars il se fait plaquer genre très haut, et qu'après il atterrit, moi qui ai subi une commotion. T'as subi une commotion? Ouais. Ouais, c'est particulier. Ça se passe comment du coup quand t'as 2-3 semaines d'arrêt quand tu prends une commotion? Ah ouais. Après, la mienne elle était plutôt légère parce que il y a différents stades. Moi, j'ai une commotion plutôt basique, avec des maux de tête, en mots. Mais quand c'est vraiment grave, c'est genre, juste après la commotion, tu vomis et tout. Ouais, et moi, j'ai eu des sentiments de déjà vu aussi. Voilà, c'est ça. Ou une perte de mémoire. Ouais. Qui a duré 3 mois pour un de mes potes. Ah oui. Et lui, il fait du rugby.
Bah oui, j'ai un pote d'ailleurs qui a fait du rugby qui en a fait 6 et j'ai dit mais comment t'es Bah il y a Cédric qui en a fait beaucoup. Il continue encore aujourd'hui? Non, il a arrêté, mais là il fait du MMA. T'es obligé d'arrêter après quand on a trop fait. Ouais, mais c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit franchement chaque match. On voit justement avec un de nos chroniqueurs que ça affecte mentalement. Et tu t'avais fait comment du coup cette commotion? Bah en gros, c'était le dernier jeu. Pas de chance en plus. Ouais, le dernier jeu, dernier match, la finale du coup. Ben contre les Sharks. Du coup, c'était dernier jeu, je m'en souviens comme si c'était hier. J'étais safety et c'était un jeu de course, mais c'était le QB qui courait. Le quarterback donc. Ouais, ah oui. Ouais. Désolé, le quarterback qui courait. Du coup, ben il a fait une feinte de passe, il a pris sa balle, il a couru vers moi. En fait, j'étais le seul défenseur, comme je suis safety. Et là, ben j'ai pas fait mon boulot, on va dire, parce que on a une façon de plaquer. Et en fait, quand on plaque, tu dois aller vers le joueur, pas subir le joueur. Voilà, j'ai subi le joueur. Du coup, il est venu de m'a percuter et je suis resté HS pendant 10 secondes. Ah oui, quand même. Donc, ça te fait pas peur pour l'avenir, enfin, quand tu vois les conséquences sur des joueurs pros? Non, ça me fait pas peur. Enfin, après, c'est peut-être moi qui ai une mentalité bizarre, c'est que, enfin, je me donne toujours à fond et c'est un sport que j'adore vraiment. L'équipe, elle est magnifique, on est comme des frères et tout. Du coup, quand je joue, je me dis que voilà, je joue pas que pour moi, je joue pour mes frères. Du coup, ben, quand il faut y aller, Et j'ai pas peur. Quand tu le fais une seule fois, on peut dire que c'est de l'expérience que tu accumules. Bon, si tu l'as fait 5-6 fois, alors tu peux être inquiétant. Effectivement. En soi, la première fois. Tu peux le faire dans beaucoup la première fois. des commotions, quoi. Mais tu peux en faire dans tous les sports. Ouais. Enfin, mais là, c'est vrai que c'est peut-être le cas le plus banal, entre guillemets, de subir à chaque fois l'impact. Ouais. Parce que toute l'énergie, au final, vous la subissez parce que tu la mets pas vu que tu vas pas vers le joueur. Ouais. Donc, toute l'énergie positive, en fait, tu te prends tout x2 presque. Ouais. Donc, c'est le plus dur. Et c'est presque le plus banal, je sais pas si c'est le plus banal vous dans votre sport, que ce soit en subissant un assaut, entre guillemets, de se prendre une commotion, tu veux dire. Ouais, ça peut arriver de plein de manières différentes, soit en subissant l'assaut, ou des fois aussi en y allant, on va dire. Il y a des mecs qui réfléchissent moins et qui vont vraiment à la tête, et c'est là que ça... Puis tu vois un mec un peu plus costaud, des fois, en différence de poste. Avec la vitesse, etc. Ouais. Oui, si t'as le mec qui est 2 fois plus costaud, ça se voit beaucoup au rugby, des fois des arrières qui font 60 kilos de moins que les piliers qui vont leur foncer droit dessus. C'est des fois peut-être pas la meilleure idée, quoi. C'est ça. Et c'est quoi votre meilleur souvenir en tant que joueur de foot américain, un suspense de fin de match? On sait que ça peut être très serré en fin de match en général. Et c'est quoi votre meilleur souvenir, je sais pas, un tir pour la gagne, enfin un tir, une passe pour la gagne, un touchdown pour la gagne. Toi, tu veux la gagne, toi. parce que faut dire aussi que si le temps s'arrête et que le ballon est encore en jeu, si on marque un touchdown, il va comptabiliser. C'est ça, c'est le temps arrive à 0. Ouais, voilà, tu vas juste comme au rugby finalement. Ouais, voilà. Et c'est pas comme au foot, quoi. Un buzzer beater au basket, quoi. C'est pas un peu pareil. Mais c'est quoi votre meilleur souvenir alors, les gars? Sans vous mettre la pression. En vrai, mon meilleur souvenir de jeu, c'était mon premier match. Ouais. Genre vraiment, c'était une découverte totale. J'étais, on va dire, j'étais puceau par rapport au terrain. Ouais, on va dire ça comme ça. Du coup, en fait, le fait d'être sur le terrain, c'est différent, genre, que pendant l'entraînement. Genre, c'est une toute autre atmosphère, c'est beaucoup plus d'énergie et tout. C'est de l'adrénaline qui monte et tout. C'est trop le kiff. Et sinon, c'est trop le kiff. Mais sinon, c'est le dernier match contre les Sharks de Valence. C'était un match qui était magnifique, c'était touchdown sur touchdown et le dernier touchdown vertical. Pour vous donc? Pour vous, c'était magnifique. Junior, ouais. C'était la semaine dernière. Ah ouais, c'était la semaine dernière. C'était magnifique. Ils sont parmi là. Et toi, du coup? Mon plus beau souvenir, je dirais que quand j'ai commencé, on prenait, on avait pas mal de défaites, on va dire. On perdait, et mais on était jeunes. On était un petit groupe de warriors, on était une quinzaine, je crois. Et je dirais que le plus beau souvenir, ça a été la saison où on a vraiment commencé à être une vraie famille. On a vraiment gagné. On allait jusqu'en finale et malheureusement on a perdu, mais on allait jusqu'en finale et ouais, ça reste une de mes plus belles saisons. Même dans la défaite, quoi, c'est cool. Tu vois, toi qui voulais de la victoire, tu peux bien dans la défaite aussi. Pas toujours. Et du coup, vous suivez un petit peu la NFL, le sport, Super Bowl. Le Super Bowl, vous en pensez quoi du choix à la L'an dernier, on avait été hyper déçus, on en avait parlé. Vieux score, 17. C'était pas un super match l'an dernier, ouais. Mais cette année, c'était déjà un peu mieux, enfin, c'était même beaucoup mieux. Ouais. Plus d'attaque en même temps, je pense, que les Chiefs.
Ouais, cette année c'était vraiment un beau Super Bowl, c'était un super match. Les deux grosses équipes en finale, hein, donc ça pouvait amener qu'à un match. Par contre, il y a un truc super chiant, c'est que c'est à chaque fois le 4e quart-temps qui est passionnant, sauf qu'il est à 5h du mat, donc je le rate à chaque fois. C'est un match de merde. Je pense que t'es pas le seul à en fait, c'était pas un match de merde, mais c'est surtout que c'est chiant ce sport que ce soit au 4e quart-temps 2 fois de suite. Je viens d'avoir un trou de mémoire, c'était les Kansas contre les 49ers. Et les 49ers mènent pendant une grande partie du match. Et les Chiefs reviennent dans le 4e quart-temps, mais vraiment ils ont tout mis, incroyable quoi. Enfin, moi de mon œil de non-expert, voilà. C'est Mahomes qui a mis un petit coup d'accélérateur. Des Chiefs. Ça vous est arrivé de remonter un score comme ça Ouais, parce que ils étaient experts les Chiefs, ils ont été menés très longtemps. Deuxième mi-temps, ouais. Mais comme les Serval, au moins un senior, je parle. C'est vrai que des comebacks, c'est vraiment prenant et c'est ça qui est beau dans ce sport aussi, c'est que c'est jamais vraiment fini et tu peux être mené 14-0 dans le dernier quart-temps et remonter 14 points, voire passer devant avec une transformation à 2 points ou quoi que ce soit. Puis avec une interception. Exactement. Ouais, exactement. Ça peut aller vite. Il peut y avoir des turnovers à n'importe quel moment, donc c'est vraiment intéressant. Vous êtes très culture américaine, vous, hors football américain. C'est de là que vous avez aimé le football américain ou c'est plus du sport. C'est le sport indirectement qui vous a plu? Ça dépend ce que tu entends par être très culture américaine. Genre, est-ce que vous êtes. Tout ce qu'il y a autour. Tout ce qu'il y a autour, est-ce qu'il y a plus que le football américain? Peut-être est-ce que vous suivez le basket, le hockey? Vous êtes influencé par les États-Unis? Plus basket, on va dire. Ouais. Ouais, avec un grand frère qui aime le basket et. On va en parler juste après. Ouais, et qui a été touché par KB du coup. C'est tout le monde. T'as mis le doigt dessus. Il y a un mec qui a mis le doigt dessus. T'inquiète pas. Franchement, tout le monde a été touché. Il est en dépression depuis un mois. Mec, ça va pas. Ça fait un mois. Hein. Ça va pas. Il est en gastro depuis un mois. Ouais, du coup, avec le basket, j'ai kiffé le basket. Après aussi la culture street, on va dire. Les danses de rue, je sais pas comment expliquer ça. Genre la culture américaine. Si, le hip-hop, tout ça. Le hip-hop et tout, c'est trop cool. Et on va dire aussi les bandes dessinées, je suis accro à ça, donc voilà. Et c'est quoi ce qui vous rend le plus heureux sur un terrain finalement quand vous êtes peut-être quelle action toi j'imagine Romain c'est de courir qui te fait le plus triper sur un terrain. C'est super bien vendu. Courir avec le ballon du coup. C'est de courir ça. Courir sur un terrain. Après faudrait des sacrés appuis pour être running back après. Ouais. Parce qu'on les voit à la fin. Moi j'ai eu chance de voir à la télé, tu vois. Les changements de direction. Les changements de direction, ils sont. C'est pas possible. C'est monstrueux. Je me dis c'est pas possible. Du coup, c'est ça qui te fait le plus. Ouais, c'est un tout. C'est le contact, c'est d'avoir la balle, c'est de faire avancer l'équipe, c'est de voir que les efforts et tout ce qu'on travaille à l'entraînement toute la semaine, ça paye le week-end. Voilà, quand on galère, c'est pas marrant, mais au moins on est tous ensemble. Mais quand tu vois ton équipe avancer, que les jeux que t'as travaillé, ça marche. Moi, je dirais que c'est ça qui me motive le plus. Et Junior, du coup? Moi, je suis beaucoup plus défense. J'aime bien jouer à la défense. Moi, non. Je sais pas trop. C'est pas tant le fait de jouer qui me fait kiffer, c'est le fait d'être avec les autres qui me fait kiffer. En fait. C'est une équipe. C'est l'esprit d'équipe qui me fait kiffer. Franchement, c'est l'esprit d'équipe qui me porte, donc voilà, c'est ça. Tu fais pas de ping-pong, toi? Tu ferais pas de ping-pong, toi? Non. Non, mais c'est vrai que chez les Servals, nous on les a reçus plein de fois et il y a vraiment une cohésion d'équipe qu'on sent pas. Qui revient à chaque pas fois. Partout, on a eu pas mal d'équipes et c'est vrai, à chaque fois, c'est hyper bienveillant dans nos démarches et tout. Et ouais, c'est hyper solidaire. On a fini pour cette petite partie. On se retrouve juste après une musique pour continuer de parler de football américain et des Servals. On va parler un petit peu sur la différence d'infrastructure entre les États-Unis et la France, notamment au niveau universitaire, etc. Vous avez commencé à en parler un petit peu. Voilà, je sais que Romain, du coup, toi, t'as été en Louisiane, c'est ça? Ouais, exactement. Ouais. Donc tu nous feras un petit peu part de. Pas que sur le foot américain, du coup. Tous les sports américains. Ouais, tous les sports américains, basket, tout ça. Comment ça se passe en universitaire par rapport à nous? Où nous, on a des gymnases. C'est un peu différent. Nuls. C'est pas la même. C'est pas les mêmes infrastructures. Et voilà. Et du coup, on se retrouve juste après Jay-Z, Heart of the City. J'avais été sûr que j'allais me faire banner sur ça pendant une phrase. Heart of the... ouais. Oh, fort. En fait, je l'assume tellement pas mon accent, alors que genre ça va, tu vois, mais bref. Non mais lance-la. Je lance cette musique, on se retrouve juste après dans le tour du cadran. Il est 19h31, à tout de suite.
On se retrouve sur Radio Campus 93.3 pour la suite du culture d'une. Voilà, pas que je la fasse. Du tour du cadran. Tu l'as fait déjà une fois aussi. Ça fait deux fois. Mais... avec un débat du coup qu'on a commencé à lancer un petit peu en off. En off et surtout en juste avant de passer à la musique. C'était sur les infrastructures pour notamment les universitaires entre. Et puis au-delà des infrastructures, c'est tout l'univers, toute tout la l'univers qu'il y a autour des infrastructures et de l'univers du. La passion. Entre les États-Unis et la France, je vais y arriver. Et du coup, Romain, tu nous racontais que tu avais été en Louisiane, voir un match de LSU. De LSU, exactement. Louisiana State University. Qui est une des meilleures équipes. Est-ce que tu peux peut-être nous faire part de comment tu as vécu ça c'était vraiment une super expérience. Bon, LSU cette année, c'est costaud. L'équipe numéro 1, on va dire. Ouais. Ils terminent champions, ils sont à 15-0, donc vraiment aucune défaite. Et là, c'était leur dernier match à la maison, dernier match de saison régulière avant les playoffs. Donc où ils sont à 12-0 quoi. Ils terminent vraiment à 12 victoires, 0 défaites. Et c'est dingue, le stade est au milieu du campus, il y a des milliers de personnes qui se rassemblent des heures et des heures. C'est quelle capacité le stade? C'était 100, je vais le chercher si tu veux. 102 300 et des brouettes. 102 000 102 000, ouais. 102 000. Quasi le Gabriel Montpied, hein. On n'a rien envie. Un petit peu plus petit que le Gabriel. Il y a un stade qui fait 102 000 places en France? Non. Non, c'est le stade de France le plus grand, il a 80 000. C'est ça, hein. Sûr, ouais. Ah ouais. Enfin, en vrai, s'ils le transforment en concert, je pense que ça peut accueillir. Oui, après s'ils l'agrandissent, oui. Non, mais genre, tu sais, en concert. S'ils mettent rien dedans, je pense que tu peux en mettre plus de 200 000 personnes. Hein. Non, mais tu sais, en concert, généralement, t'as plus de place. Mais il n'y a pas les tribunes spécialement en concert. Enfin, sauf pour les vrais grands concerts. Il est plus petit. Voilà. Oui, clairement, il est plus petit. Très clairement. T'as senti une culture foot US quand tu y as été du coup là-bas? Ouais, bien sûr, c'est dingue là-bas. Que ça soit même l'équipe qui visite, les gens se déplacent, même si c'est pas forcément le même état. En l'occurrence, c'était Texas. Ouais. C'est l'état à côté. C'est l'état juste à côté. Limitrophe. Mais ça fait quand même un peu de route. Mais ouais, parce que là-bas tout est plus grand. C'est ça. Exactement. Il y avait énormément de supporters de Texas, mais forcément, les tribunes étaient violets et or, aux couleurs de LSU. Et la culture, tu la sens partout, même à l'extérieur du stade. Tu as les fanfares, tu as des milliers de personnes qui sont là pour le match, quoi, et qui sont là des heures et des heures avant le coup d'envoi, qui font la fête tous ensemble. C'est vraiment une atmosphère particulière. Parce que c'est vraiment toute la journée le match quasiment. C'est ça. Ouais. Est-ce qu'on n'a pas trop en France, parce que nous ça démarre, on se pointe 5 minutes avant et on s'en va 5 minutes après, quoi. Exactement. Alors que c'est vraiment. Je crois que t'allais dire on se bourre la gueule. On peut aussi, mais bon. Aussi, c'est pendant. Mais non, mais ça doit être quand même incroyable. T'as un campus comme là au CESO et en plein milieu t'as un stade de 100 000 places. Ah, quoi. c'est ouf. T'as le Camp Nou à côté du. Enfin, les campus aux États-Unis sont quand même. Ouais, eux aussi c'est un peu plus gros. Un peu plus fat quand même. Mais je me rappelle. Quand tu étais dans une autre ville. Non, j'ai été sur le Chicago, campus. J'ai été sur le campus prison. d'Arkansas State University, donc une université super, pas connue quoi, par rapport à LSU, par rapport aux grosses universités. Et vraiment le stade avait pareil 50 000 places, il était refait à neuf, il a un nom le stade, genre FedEx Forum, un truc comme ça, et il est dans le campus et c'est super impressionnant quand t'arrives sur le campus à quel point le sport a une place énorme dans la culture US. Enfin, il y a des gens qui peuvent faire des études aux États-Unis juste parce qu'ils, entre guillemets, mais ils ont des bourses d'études grâce au sport. Et c'est comme ça qu'ils réussissent à avoir un diplôme, etc. Les sportifs sont bien mieux vus, je pense, là-bas qu'en France même. Quand t'es dans l'équipe de foot américain, t'es plus coté que quand t'es quand t'as les meilleurs notes de l'école. Clairement. Après, c'est cool parce que, aux États-Unis, on va dire, on voit les États-Unis d'un œil extérieur, mais aux États-Unis, il faut, on va dire, doubler des boulots pour, pour avoir une vie, on va dire, décente. Ouais. Mais si tu as la chance de te faire recruter par une équipe, franchement, c'est le best, quoi. On te sort de, on va dire, de ta rue pour jouer, pour t'entraîner, pour te donner une vie meilleure, on va dire. Franchement, c'est cool qu'ils donnent cette chance là à tout le monde. Puis puis surtout les frais d'études sont très élevés là-bas. Donc cher. si on te dit viens, on te paye pour jouer du foot, quoi, c'est fou. Après, il y a le revers de la médaille, c'est que les joueurs, même les plus connus, ceux qui réussissent pas après aussi. Ouais, après il y en a beaucoup qui réussissent pas, mais ça te donne quand même le revers de la médaille, on va dire. Ouais. Parce qu'il y en a, au football américain, universitaire en tout cas, même au basket, ils sont pas payés apparemment. Et alors qu'ils sont retransmis à la télé, qu'ils ont des droits publicitaires, etc., ils sont pas payés. Et c'est plus une pub pour après rentrer à NBA. C'est plus une pub, mais il y en a qui rentrent pas. Oui. Et le truc, c'est que ceux qui rentrent pas, ils ont aucun moyen de monétiser leur apparition à la télé, alors que ça devrait finalement.
Oui, après ça qui rentre pas, c'est peut-être justement pas les stars du coup qui ramenaient les droits TV. Donc c'est ça. Vous espéreriez vous qu'il y ait ça en France, de tels trucs, ou c'est un engouement comme ça? Sur le sport en général, ouais. Ouais, parce que même en foot, en foot classique, je parle, il n'y a pas d'esprit aussi fort que des campus universitaires aux États-Unis, je trouve. Justement, si c'est pas plus simple de le faire dans un campus universitaire, parce que c'est presque le public qui bouge le plus, les étudiants. Ouais. Alors même là, ils ont même pas besoin de bouger. Là, par exemple, en France, on mise énormément sur les familles. C'est quand même pas ce qui bouge le plus, une famille. C'est pas ce qui va le plus voir des matchs. Ouais. Puis en plus, il faut réussir à passionner tout le monde. T'en as souvent un qui veut pas venir ou deux. Alors que les étudiants, en fait, tu vas les ramener facile. Et j'allais dire, même un étudiant qui s'en fout du foot américain, il va venir quand même. Puis c'est fédérateur, hein. En plus, je veux dire, il y a plein derrière ta fac. Il y a plein de gens de fac qui viennent à des matchs universitaires. En STAPS, je sais qu'il y a le handball et tout ça où ça marchait. Enfin, j'ai vu des trucs. En STAPS, après les infrastructures sont mauvaises pour tout ce qui est stade et tout. Enfin, vous les avez vus. Mais je pense que si les infrastructures étaient bonnes et qu'il y aurait une bonne pub, on pourrait potentiellement ramener beaucoup d'étudiants. Mais c'est 25 000 étudiants sur Clermont. C'est ça, Clermont, c'est une ville étudiante. Si tu je sais pas, Lille. Je pense que tu peux ramener beaucoup de monde si tu le fais bien comme il faut. Lille, t'as peut-être visé un peu loin. Mais je sais pas, tu joues Clermont contre qui tu veux. Contre le Puy-en-Velay, ça suffira. Mais... Non, mais avec les facs, tu vas jouer Bordeaux. Non, mais oui, je suis d'accord. Il faudrait un championnat de France, un vrai championnat de France universitaire, comme eux ils font. Après, football américain, ça paraît peut-être un petit peu compliqué à l'heure actuelle. Oui, mais dans n'importe quel sport, je pense que tu bats les ligues françaises. Franchement, c'est ce qu'ils font aux États-Unis d'ailleurs, mais. T'aurais plus d'engouement. C'est ça. Et puis même ça crée de l'engouement comme tu dis. Non mais juste, est-ce que vous pensez pas que malheureusement ça vient pas finalement du sport, cette différence, mais plutôt de ce qu'il y a au-dessus, c'est-à-dire la mentalité globale d'un pays qui fait que on va plutôt privilégier le sport, alors qu'ici en France on sait que la mentalité c'est plutôt de le dénigrer, de dire que si tu fais une carrière sportive t'as plutôt échoué si ce n'est sur le plan financier et encore à voir. Vous pensez que c'est une mentalité un peu plus globale que juste le sport et l'adhésion des étudiants? Déjà aux États-Unis, le sport c'est une religion quoi. Ils ont une espèce de culture de la gagne et pour eux perdre c'est juste pas possible quoi. Si tu perds c'est la catastrophe pour un sportif là-bas. Pour les étudiants universitaires c'est ça vraiment. Et on le voit au JO ou quoi que ce soit, les Américains sont vraiment au-dessus quoi. Et c'est parce qu'ils ont une vraie culture du sport et de la gagne, une culture du sport et de la gagne dès le plus jeune âge. Et ça se voit à l'international quoi, vraiment. Ils sont au-dessus niveau sport et c'est clair. Ouais. Et t'as pu discuter toi ou pas avec des joueurs quand tu y as été ou pas du tout? Non, c'est compliqué d'approcher des joueurs de LSU, mais parce que des pros. Nous on sait du coup là, parce que Jason en parlait tout à l'heure de votre mentalité très soudée, etc. C'est pareil dans les équipes là-bas, c'est vraiment très soudé ou c'est un peu plus chacun pour sa pomme pour essayer de monter dans les échelons supérieurs? Non, je pense que après ça dépend vraiment du coaching, mais là dans le cas de LSU c'est pareil, c'est l'esprit un peu famille. Et ils essayent vraiment. Je pense qu'en universitaire, surtout, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de toi, t'as un plus gros contrat que moi, etc. Il n'y a pas d'enjeu financier. Voilà, les mecs, ils veulent juste rayonner, être les stars de leur état, de leur fac, et ils veulent gagner tous ensemble, quoi. Je pense qu'en universitaire, il y a beaucoup moins de. L'esprit vraiment famille, solidarité, c'est beaucoup plus présent en universitaire qu'en pro, par exemple. Peut-être que justement, ce qu'on disait tout à l'heure sur l'argent, ça va peut-être amener ce côté-là un peu jalousie, etc. Parce que si les joueurs sont rémunérés en fonction de leur notoriété, ça va commencer à créer des problèmes parce qu'il y a un mec qui dit ouais mais je joue le même temps que toi, et je suis moins payé alors que je fais les mêmes études, etc. Leur Graal c'est plutôt la promotion en NBA ou NFL. C'est ça, ouais. Parce qu'après une fois que tu y es, tu vas en gagner quoi. Et oui, c'est là qu'on se dit ouais pourquoi payer un mec qui va être en NBA quoi. C'est ça. C'est que le mec s'il est bon, il va y aller, il sera payé donc. Genre Zion, je sais pas si vous suivez Zion Williamson, mais on a vu sur toute la toile le mec il était déjà payé, il avait déjà des sponsors avant de rentrer en NBA. Enfin, on s'en fait pas pour lui quoi. Tu vois. Oui. Peut-être qu'on peut rémunérer les autres, je sais pas. Proposer un système financier à Bruno Le Maire pour ça, ouais. Non, mais après, tu peux aussi faire une fiche de paie où tu payes tout le monde pareil, du coup. Enfin, tu sais, tu les aides un petit peu, mais tout le monde pareil. Il doit y avoir un truc à faire là-dessus, ouais. Après, mais je pense que les étudiants dans les facs américaines, ils sont déjà, pour la plupart, comme disait Junior, en fait, des fois, pour certains, le sport, c'est ça ou rien, en fait. Et le fait qu'on leur paye une bourse d'études, pour eux, c'est déjà le Graal, quoi. Avant même d'être pro, ils sont déjà. Jamais ils auraient pu envisager payer autant d'argent pour aller à la fac, quoi. Mais toi, d'ailleurs, du coup, t'es allé voir un match universitaire. T'as eu le choix, au final, entre aller voir un universitaire ou un vrai, entre guillemets, NFL?
Bah j'ai fait les deux du coup, mais c'était vraiment une volonté de. Bah, c'est encore mieux que t'aies fait les deux du coup, mais justement. T'étais voir New Orleans, c'est ça? Ouais, les Saints. Et pour comparer les deux, équipe. lequel t'as fait le plus kiffer quand il y allait, l'ambiance, etc. C'était pareil ou il y en a un qui a pris le dessus? Je suis un gros fan des Saints, donc je dirais que c'est plus la NFL, mais après voilà, de voir LSU, c'était quand même une super expérience. Il y a une vraie diff de niveau du coup entre les deux, ou enfin d'un œil extérieur ça va, enfin, tu vois pas trop de différence? Franchement, si on voit une différence, mais c'est pas énorme quoi. Okay. Déjà en universitaire, les gars sont déjà des monstres, c'est déjà des stars, donc. Sinon à peu près quel âge de moyenne en universitaire? 21, 22. Quand ils passent pro, ils se présentent à la draft à. Pas dire de conneries, mais genre à 24 ans ils peuvent être pro, 24-25 ans ils peuvent passer pro, donc voire avant peut-être. Ouais. Bah après si t'es vraiment une machine, ceux qui sont draftés, ça dépend à quel point t'es bon quoi. Parce qu'en vrai si on suit la carrière d'un running back de base, il y en a beaucoup qui s'arrêtent à 30 piges parce qu'ils peuvent plus encaisser quoi. Ouais c'est ça. Genre Marshawn Lynch. Rob ça dépend à quel âge t'as commencé toujours après. Ça dépend. Ouais c'est sûr. Enfin souvent vaut mieux essayer de compter en années d'expérience, en années de jeu, plutôt qu'en années d'âge. Ouais, c'est vrai que ceux qui jouent plus longtemps, c'est quand même ceux qui sont le moins exposés au choc, on va dire, comme les quarterbacks, ou les kickers, ou les on voit Tom Brady, il a 42 ans, je crois. 42. Ouais, en quarantaine. Et il veut jouer jusqu'à 45 ans. En tout cas, on lui souhaite. En tout cas, on te le souhaite. Mais derrière, il était pas en fin de contrat. Il est en fin de contrat avec les Patriots. Mais oui, il va renouveler dans un autre club, non? Il veut pas s'arrêter. Apparemment, il veut partir à Miami. Je sais pas, j'avais vu des. C'est bon ça, Miami. Il a passé toute sa vie à Miami. C'est quoi, c'est les Dolphins, Miami? C'est les Dolphins. Miami. Mais une petite retraite à Miami, ça fait. Ça fait toujours du bien. T'as le club de David Beckham de foot à côté qui se crée. L'Inter de Miami. Très grosse ville. De sportifs. D'ailleurs, l'Inter Miami du club de Beckham a perdu le premier procès parce qu'il s'appelle l'Inter Miami et c'est comme l'Inter Milan. Et vraiment, genre, il a perdu un procès, donc ça se trouve, ça s'appellera même pas comme ça dans le futur. Le Miami FC. Ce qui rend moins bien. David Beckham. Le DB Miami. T'imagines le mec qui a vraiment le boulard. On va parler aussi un petit peu de basket parce que Hugo, tu voulais nous faire une petite chronique sur. On va pleurer les gars. Ben on est là, on est prêt, on est prêt. Les gars, mesdames, messieurs, parce que là c'est une chronique qui te tient à cœur quand même. Bon, je commence. Tu peux y aller, mec. Bon alors, on va revenir un peu dans le temps. Il y a pile un mois pour être précis. Ça sera un mois demain. Donc c'était déjà un mois, t'imagines? Putain, ça passe tellement vite. C'était le 26 janvier, un dimanche, donc pour certains le meilleur jour de la semaine, pour d'autres le pire. Pour moi, c'est le meilleur vu que tous les dimanches soirs, les fans de NBA qu'on est certains dans cette pièce, comme toi, Jason, le savent. Un match de basket est retransmis sur beIN Sport le dimanche soir à une heure raisonnable. Par raisonnable, j'entends que pour une fois, on n'aura pas à arriver au taf le lundi avec des cernes de 15 km sous les yeux. Donc le dimanche pour les fans de basket, c'est un peu l'oxygène, le jour où on peut se mater un match aux alentours de 21h, histoire de bien commencer ou finir la semaine. Donc, comme ce soir d'ailleurs. Ce soir match à 21h. Ce soir match à 21h30 mec, les 21h30 Kings contre les Clippers quoi. Voilà exactement. Et donc tout grand fan donc tout grand fan de basket que je suis, j'avais allumé ma télé ce soir-là 26 janvier, bien que l'affiche Houston Denver m'emballe pas plus que ça, mais je suis fidèle aux traductions. J'allume ma télé sur beIN Sport et j'attends le début du match. Puis je reçois un message de la part de Jason. C'était moi. Qui a fait basculer ma soirée, qui s'annonçait de qualité en une sorte de soirée où mon cœur s'est arrêté pendant 2-3 minutes. Ce message disait: mec, Kobe Bryant est mort. Donc déjà Jason, t'aurais pu mettre un petit peu d'effort pour m'annoncer une nouvelle de ce type, parce que t'aurais pu attendre que je prenne ma ventoline, que je me mette en PLS sur mon sol, mais j'enquête, je me dis que non, c'est pas possible que genre Kobe, l'idole de ma jeunesse, va sortir de ce putain d'hélicoptère en flammes avec sa fille dans les bras et en sauvant un à un les autres passagers, tu vois. Mais rien ne se passe, rien, y a rien qui vient infirmer l'info de TMZ, il y a juste le silence. À ce moment-là, j'y crois pas, je pense qu'on a eu à peu près tous la même réaction, franchement, jusqu'à ce qu'un programme se lance sur beIN, ce programme, c'est celui qui va m'entraîner un peu plus vers la tristesse. Ce programme, c'est le Sunday Night Live, c'est très dur à dire. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est une émission qui précède et accompagne l'affiche du soir, du dimanche soir, donc animée par des experts français de NBA. Donc à ce moment-là où j'allume ma télé, la caméra est braquée sur Xavier Vaution, que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui, larmes aux yeux, nous annonce, c'est officiel, le décès de Kobe. Donc là vient le moment de la réalité qui jusque-là avait été retardée par un imaginaire débordant. Donc la réalité, c'est que comme Rémi Reverchon, autre analyste sur le plateau du SNL, je me suis mis à sangloter comme si je venais de perdre un proche parent, comme si finalement c'était bel et bien arrivé. Kobe Bryant est mort avec sa fille Gianna
et 8 autres personnes dans un hélicoptère près de Los Angeles le 26 janvier 2020. Voilà. Donc là, l'info tombe. Et si je vous raconte ça de mon point de vue depuis tout à l'heure, c'est pas un ego trip, hein, c'est pour vous expliquer que Kobe, c'était une telle légende, un tel symbole pour nous tous fans de sport finalement, qu'on s'est tous un peu approprié sa mort. On se souvient tous de ce qu'on faisait, de ce qu'on mangeait, de ce qu'on regardait à ce moment-là, comme lors de la finale de la Coupe du Monde 2018, mais dans une toute autre mesure. On se souvient tous avoir eu la rage, un sentiment de doute, d'incompréhension vis-à-vis de cette triste nouvelle. On a tous eu aussi la haine contre ces gens qui, pour faire comme tout le monde, postaient une story sur Insta qui disait « Repose en paix Kobe » avec une image de LeBron James. Alors qu'ils connaissaient pas. Alors qu'ils en fond. Donc tu t'es trompé, mec. Hein, ce qu'il faut dire, le pire, c'est que c'est une journaliste qui a fait ça. Exact. C'est vraiment genre... C'est qui c'est une journaliste qui a fait ça. Je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est une journaliste qui a posté Reste en paix Kobe et c'était LeBron James en fond. Elle s'est excusée en disant qu'elle était... Elle était tellement bouleversée qu'elle a mis LeBron. Très choquée, voilà. Non, on te croit pas. Non, clairement pas. Et je crois qu'on s'est tous un peu dit la même chose à ce moment-là. Le mec avait 41 ans, 4 filles, une femme, 5 titres NBA, le statut d'un des meilleurs athlètes de tous les temps, un Oscar aussi pour le meilleur court-métrage d'animation avec Dear Basketball, que je vous conseille d'aller vous mater. Hein. D'ailleurs, en voici un extrait. And now they bring it in play. They'd love to get it into Nash's hands, and they do. Ball knocked away, stolen by Parker. Here comes George to Kobe Bryant. Bryant inside, it's good. It's good. Tie game. Alors là, c'est pas Dear Basketball. Là, mais... c'est pas Dear Basketball, on s'est trompé. Ça c'était un buzzer beater de Kobe. Mais si tu me les mets pas dans l'ordre, mec. Je suis désolé, mec. Mais ça, c'est ça du coup, c'est un extrait et qui a été extrait dans Dear Basketball aussi. Vas-y. Donc ça, c'est l'extrait. Tu me passes l'extrait du coup? J'espère que c'est le 2 ou le 3 ou le 4. Ça doit être le 4 alors. Ok. Non, ça c'est Doc Rivers. C'est exactement le 4. On l'a attrapé. And I'll always love you for it. But I can't love you obsessively for much longer. This season is all I have left to give. My heart can take the pounding. My mind can handle the grind. But my body knows it's time to say goodbye. But that's okay. And that's okay. I'm ready to let you go. Donc voilà, en substance, je traduis un peu mot à mot, mais il dit que c'était lors de sa dernière saison en NBA qu'il a produit ce documentaire. Il dit en gros qu'il peut plus continuer avec le basket, que son corps peut plus encaisser les coups, mais que c'est pas grave, il est heureux de ce qu'il a fait. Il est ok pour le laisser partir. Enfin, c'est assez bouleversant. Il est sur YouTube, je crois. Il est sur YouTube. Alors, ce qui est sympa de YouTube, c'est que dès qu'il y en a un qui le poste, il le supprime pour droit d'auteur. Voilà, c'est ça. Mais il faut se dépêcher. En général, ils le remettent. Mais ce documentaire, il est poignant. Ça retrace un peu la vie de Kobe Bryant en dessin animé. Et puis même, il y a la scène finale. C'est pas un spoil. On va pas il quitte le basketball. Et il le représente avec un tunnel blanc, avec juste le 24 qui reste. Et du coup, ça fait un petit peu bizarre 3 ans après que ça soit passé que ça soit plus un au revoir au basket, mais un au revoir à notre monde, quoi. Exactement. Et justement, enfin, Kobe, c'était beaucoup plus qu'un simple athlète. C'était une icône générationnelle, un mec qui est souvent cité quand on me demande aux basketteurs qui leur avait donné envie de faire du basket. C'est Kobe, le Mamba, le numéro 8 ou 24 des Lakers, appelez-le comme vous voulez. Et pourtant, ce mec est décédé en prenant son hélicoptère comme il le faisait tous les jours, hein, finalement, alors qu'il se rendait avec tous ces gens à un match de basket. Donc voilà l'ironie du sort et la rapidité avec laquelle tout peut basculer pour n'importe qui, un pauvre riche connu ou pas, tout peut aller très vite et on peut vite passer d'un dimanche soir télé pizza comme je l'avais prévu à un dimanche soir larmes et rien du tout parce que j'ai rien mangé. Donc passé à tristesse, je me suis remémoré en compagnie des gars de beIN Sport qui s'y essayaient aussi dans ma télé tous les moments iconiques de Kobe, donc ce discours aux Oscars, ses engueulades avec ses coéquipiers qu'il trouvait trop fainéant à son goût, la façon qu'il avait aussi de reculer devant aucun défi peu importe la difficulté, le match où il essayait de soutirer des conseils à son idole Michael Jordan lorsqu'il jouait contre lui en 2003, son tir pour la gagne aussi qu'on a passé tout à l'heure contre les Phoenix Suns en 2004, on peut se le repasser pour le plaisir, vas-y. Vu que c'est dans le contexte. They'd love to get it into Nash's hands, and they do. Ball knocked away, stolen by Parker. Here comes George to Kobe Bryant. Bryant inside, it's good. It's good. Tie game. 6 and 1/10 remaining in the overtime, and the Suns leading 98-97. Tip won by Walton, flicks it outside of Kobe, takes it to midcourt. Kobe Bryant for the win. Bang! Kobe Bryant has hit. Voilà ça.
Ça c'était Kobe, c'est un mec qui a mis le plus de tirs pour la gagne, enfin c'est un des mecs qui a mis le plus de tirs pour la gagne de toute l'histoire NBA, donc je crois qu'il en a 20 et quelques côté de Jordan, donc c'est assez fou. Donc pour continuer, je me suis rematé aussi quelques vidéos de ses meilleures actions, histoire de bien renfoncer le couteau dans la plaie après l'annonce de la nouvelle, avant d'aller dormir. Le lendemain, je suis allé en cours, je me souviens pas avoir parlé plus de 10 secondes avec qui que ce soit. T'es venu avec la grève? De quoi? T'es venu avec la grève? Bah oui, exactement. Mais c'était la grève en plus, donc rien n'allait. Je trouvais pas les mots, ou j'arrivais pas à les sortir, je sais pas, comme si ce jour finalement n'avait pas existé le 27 janvier. Puis je suis rentré chez moi, c'était l'heure de regarder des réactions de tous ceux qui avaient connu Kobe, à commencer par Doc Rivers, le coach des Clippers, donc équipe rivale des Lakers où Kobe avait joué. On peut l'écouter. You know, he means a lot to me, obviously. You know, he was such a great opponent. I mean, this is just shocking news for all of us. And sorry, I don't have a lot to say. I just can't. I have to go talk to a team before a game and tell them to play a game. Donc voilà. Ouais, franchement, on se passe deux mots. Traduction vraiment très rapide, mais en gros, il dit que voilà, il doit aller voir son équipe après cette annonce, leur dire de jouer. Il sait pas comment faire, quoi, parce que les mecs sont aussi choqués que lui. D'ailleurs, le match a été annulé. Le match a été annulé. Ça devait être Lakers Clippers et le match a été annulé, reporté au 9 avril. Pour les fans de NBA, ça vient de tomber. Puis aussi, on a eu Shaquille O'Neal qui a été longtemps coéquipier de Kobe à LA et qui lui est aussi, enfin, ça s'entend moins, mais tout aussi bouleversé. Touché, ouais. We're not going to be able to joke at his Hall of Fame ceremony. We're not going to be able to say, hi, I got 5, you got 4. The fact that we're not going to be able to say, if we would stay together, we could have got 10. Voilà, bah, il dit en gros que vu que Kobe est plus là, il pourra plus faire des blagues sur le nombre de titres NBA qu'ils ont. Chaque en avait 4 pour la petite histoire. Kobe 5, donc il n'arrêtait pas de se vanner. Il pourra plus l'appeler, enfin rigoler avec lui. Donc c'est assez bouleversant de la part de Shaq. Passé tout ça, j'ai lu un post sur Facebook, comme il y en avait eu des milliers à cette époque-là. C'était une citation de Kobe qui disait: si vous me voyez me battre avec un ours, priez pour l'ours. C'est la Mamba mentality, on n'abandonne pas, on ne bat pas en retraite, on ne fuit pas, on résiste et on conquiert, la vie est trop courte pour se laisser abattre, fin de citation. Bon, ça peut sonner un peu cliché comme ça, mais je vous assure qu'au moment où j'ai lu ça, ça prenait déjà tout son sens et j'ai enfin compris qu'à ce moment-là, pour moi, l'ours c'était la mort de Kobe et que je me laissais terrasser par ce putain d'ours. Donc j'ai pris mon courage à deux mains, je lui ai mis un crochet dans les côtes et j'ai couru bien loin de lui pour arrêter d'être triste. Parce qu'encore une fois, c'est certainement pas ce que Kobe aurait voulu. Mamba mentality, comme il le disait, c'est persévérer, sourire malgré l'adversité et les mauvaises nouvelles. C'est se donner tous les jours de sa vie comme il le faisait. Et c'est vivre pleinement, tout simplement, finalement. Et si cet événement m'a appris quelque chose, c'est que tout ça, ça passe vraiment, vraiment très très vite. Donc on vaut mieux profiter parce que qui sait, on n'est pas à l'abri d'un accident d'hélicoptère ou de Clio Campus dans mon cas. Voilà, c'était tout pour la chronique. Et bah, merci pour ce rappel et puis pour les sons parce que c'était émouvant. Doc Rivers. Doc Rivers, c'est atroce. C'était combien de temps là qu'il prend la parole après la mort de Kobe? C'était le lendemain. C'était vraiment très frais. C'est pas le même jour, mec? Non, c'était. Enfin, je dis peut-être, mais c'était vraiment très frais. Parce que ça arrivait à midi, l'accident, en gros. Midi, là-bas, aux États-Unis. Et je me demande s'il l'a pas pris, genre, à l'entraînement. Ah, peut-être. Le soir à 17-18h, heure là-bas, quoi. Ouais. Mais il faut savoir que Doc Rivers, c'était le coach de Boston à l'époque où Kobe jouait contre les Celtics, contre Boston en 2008-2010. Et qu'en gros ils étaient adversaires, quoi. C'est comme si il y avait eu 2 finales NBA entre les deux. Voilà, entre les deux il y a eu 2 finales un partout, hein. Une gagnée pour les Celtics en 2008, une en 2010 pour les Lakers. Et vraiment de voir un adversaire iconique de Kobe comme ça pleurer à sa mort, c'est vraiment chaud à entendre, quoi. C'est la preuve que peu importe son tempérament, peu importe combien il était détesté, au final il était aimé pour sa qualité d'humain et de sportif, quoi. Franchement ça m'a terrassé. Je sais pas, vous avez été choqué par la mort de Kobe, de près ou de loin, hein. C'est vraiment, je demande à tout le monde. Vas-y Junior. Parce que, parce que toi tu me disais que ton frère est très fan. Ouais, mon frère il est très fan. Ouais, du coup il a été un peu... Lui c'est numéro 24, mon frère. Ah oui. Très fan. Très fan, du coup depuis qu'on est petit, très fan, et c'était compliqué, c'était un truc, c'était inattendu, quoi. Ça arrivait brutalement, quoi. C'était brutal. On se disait, voilà, normal, il mène sa vie et tout.
il joue plus, mais là, on voit le numéro 24 qui disparaît à tout jamais. Black Mamba. C'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Ouais. Bon, en tout cas, on va remercier les Servals d'être venus dans l'émission, Romain et Junior. Ça nous a fait vraiment très plaisir de vous avoir. On a parlé Amérique et football américain pendant un petit moment. Du coup, votre prochain match, il arrive quand ? Nous, les juniors, c'est entre le 14 ou le 15 mars. Du coup, c'est à domicile. Si vous voulez venir, ben voilà. T'as l'horaire, l'heure à 19h. 19h ? Ouais. Ok, bah de toute façon on le retransmettra sur Instagram et puis sur nos réseaux sociaux. Et puis du coup, vous les seniors ? Pour les seniors, là, la prochaine échéance c'est le 7 mars, le samedi, pareil à 19h au CESO. On reçoit Saint-Etienne. Et la semaine d'après, on reçoit Chambéry le 14, également au CESO. D'accord. Donc deux gros matchs à l'horizon, quoi. Bah, il faut aller encourager les Servals qui nous ont fait le plaisir d'être là aujourd'hui. Merci encore à vous, Romain et Junior. Merci. Et puis on va se faire une petite musique lors du commun Apollo, feat Roméo Elvis. Et on se retrouve juste après pour la suite du tour du cadran. À tout de suite.